Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la première émission de L'Histoire éclaire l'actu. Nous sommes à l'antenne avec Dominique Lazare, géopoliticien, spécialiste des relations internationales, qui va s'efforcer, lors de nos émissions, à mettre en perspective un problème d'actualité sur l'échiquier international. N'est-ce pas ? Oui, bonjour Loris, bonjour à tous nos auditeurs. Je suis ravi d'être à vos côtés aujourd'hui. À mon tour de vous introduire, Loris Chevalier, vous êtes historien médiéviste et conservateur du patrimoine. Vous avez déjà publié quelques ouvrages de vulgarisation historique, tels que Le vin au Moyen-Âge en France, aux éditions Le Moyen-Âge facile. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir à l'antenne avec moi. Au sein de ces émissions, nous allons accomplir un double objectif. Le premier étant de proposer à nos auditeurs une grille d'analyse de l'actualité, avec essentiellement une méthode. Cette méthode, elle sera inspirée de l'empirisme organisateur, dont je vais rappeler le principe, qui a été édifié par Charles Maurras, mettre à profit des bonheurs du passé en vue de l'avenir que tout esprit bien né souhaite à son pays. Le deuxième objectif étant de comprendre l'actualité en s'insérant dans le temps long. Du coup, nous allons faire un petit peu d'histoire. Et ce temps long, nous allons y tirer des expériences, des perspectives et des lois qui vont éclairer le temps présent. Un temps long qui est cher notamment à de grandes figures de la pensée française, comme Georges Dumézil, ou plus récemment, un certain Jacques Le Goff. Nous espérons plus tard vous proposer à l'avenir des interventions d'invités apportant leur expertise et leur savoir dans des domaines ou des disciplines propres au thème d'actualité. Alors, une première question, mon cher Loris, à propos du thème du jour que nous avons choisi, à propos des Gaulois. Nos ancêtres sont-ils Gaulois? Donc, en réaction à la sortie de Nicolas Sarkozy, qui avait relancé cette phrase, on s'en souvient il y a quelques jours, on peut tout d'abord faire une première remarque, c'est que de Mitterrand, François Mitterrand, président de la République, qui nous rappelait que nous étions également juifs et arabes, et Nicolas Sarkozy qui nous rappelait auparavant que nous étions également issus d'un héritage des tirailleurs sénégalais, nous pouvons donc nous poser la question et faire une deuxième remarque. Y aurait-il une sorte d'anticelticisme d'État avec des parutions d'ouvrages, comme par exemple, nous pouvons penser à nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises de François Reinhardt, qui remet en question la question de l'héritage des Français. À ce propos, mon cher Loris, pouvez-vous nous indiquer depuis quand parle-t-on des Gaulois en France ? Alors tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour cette phrase d'anticelticisme d'État. C'est vrai qu'il n'a pas toujours été court. D'ailleurs, les Gaulois sont arrivés dans l'historiographie française dans les environs de 1870. Dans 1870, nous sommes sous la Troisième République. Et à cette époque-là, nous avons subi une défaite contre l'Allemagne. Du coup, les Gaulois étaient le peuple parfait. Le peuple dont le destin a été d'être vaincu, d'avoir un territoire envahi, et une défaite en raison de tensions politiques. Après, nous avons aussi eu une grosse influence du Second Empire, je dois le rappeler, avec Napoléon III qui était obsédé, voire passionné par les Gaulois. Il a d'ailleurs signé un ouvrage de sa main à ce sujet, au sujet notamment d'Alésia. Et vous savez certainement que la statue de Vercingétorix, en bronze là, que l'on voit assez souvent, cette statue-là représente le visage de Napoléon III. Assez intéressant. À savoir que les Gaulois à l'époque sont vus dans une vision, et encore maintenant, notamment avec la BD, la bande dessinée Astérix, une vision assez négative d'un peuple un peu rustre, qui va avoir des grosses moustaches, ne pas se laver et porter des ailes au-dessus de leur casque. Mais les Gaulois, ce n'est pas ça. Les Gaulois, aujourd'hui, on a un retour européen des études celtiques qui nous font apparaître vraiment une civilisation gauloise. Alors, vous dites ces peuples. Doit-on parler des peuples gaulois, des Celtes? On s'y perd un petit peu. Alors, c'est vrai. La question, c'est avant de se poser si nos ancêtres sont les Gaulois, qui sont les Gaulois? Les Gaulois ne se reconnaissent pas en tant que tels. Jamais Vercingétorix, dont je parlais tout à l'heure, ne se serait défini lui-même comme Gaulois.
Les Gaulois ont été définis notamment par les Romains. Bon, ils ont d'abord été définis par les Grecs. Je tiens à vous rappeler que à la base, c'est Marseille qui, environ en moins 600, s'est fait coloniser, a été créé, on pourrait dire, par les Grecs. Du coup, sont quelques auteurs grecs, mais c'est surtout les Romains qui vont définir les Gaulois. Alors, le grand texte, c'est la guerre des Gaules, où Jules César définit 3 peuples. Il va définir des Belges, des Aquitains et des soi-disant Keltoi, donc des Celtes, qui se définissent ainsi en tant que Celtes, mais qui lui, en tant que Romain, il dit nous les appelons les Gaulois. Mais les Gaulois, ça représente vraiment une densité de peuple. Jamais un Gaulois ne se serait reconnu de cette appartenance qui est juste un sobriquet de l'ennemi, on pourrait dire. Et ensuite, vous avez dit, oui, j'ai bien dit des peuples. Du coup, ce sont des peuples. Il y a bien sûr énormément de peuples qui ont réussi à former. Voilà, on connaît les Arvernes et tant d'autres, les Éduins, etc. Mais il faut bien comprendre que les Gaulois sont des Celtes, mais les Celtes ne sont pas forcément des Gaulois. Les Gaulois ne sont pas non plus uniquement sur les territoires actuels de la terre de France. Je vous ai parlé des Aquitains. Maintenant, l'Aquitaine, même s'il y a eu quelques conflits dans l'histoire, l'Aquitaine est française, la Belgique n'est pas française, et il y avait aussi les Gaulois cisalpins, qui se trouvent dans l'actuelle Italie du Nord. Du coup, les Gaulois ne sont pas exactement la France. Vous avez parlé de civilisation celtique. Est-ce que l'on peut comprendre qu'il eût existé une culture ou un savoir chez ces peuples? Et les Gaulois sont-ils, comme on entend souvent, des barbares? Ah, très intéressant, très intéressant. Alors, c'est une théorie et une vision qui a été notamment motivée, on parlait dans 1870, celui qui a apporté l'histoire des Gaulois en France, c'est notamment Henri Martin. Après, il a été relié par Jules Michelet, où les Gaulois vivaient dans des huttes et dans la boue, etc. et n'avaient aucune culture, aucun savoir, du fait notamment qu'ils n'avaient pas d'écriture. Or, maintenant, les études de la civilisation celtique nous font apparaître une histoire grandiose et magnifique de nos ancêtres, parce qu'il est vrai, ce sont nos ancêtres, nous y reviendrons. Il faut remonter à la civilisation du Hallstatt. Nous sommes en moins 1400, moins 1300 avant Jésus-Christ. À cette époque-là, nous avons notamment retrouvé de cette époque-là la tombe de Vix, qui est un peu plus récente. Hein. On est au 6e siècle avant Jésus-Christ, qui était une princesse gauloise. On a retrouvé cette tombe-là en Bourgogne. Elle est enterrée dans un char. Et pour vous parler de la beauté et des contacts que pouvait avoir l'élite gauloise, on a retrouvé un cratère, c'est-à-dire un grand vase grec en bronze d'1,60 m, des céramiques étrusques, des coupes athéniennes, tout plein de symboles de la grandeur de cette civilisation et du pouvoir que pouvait avoir une princesse, une dame, à cette époque-là. Pouvoir qu'on va pouvoir retrouver après au 5e siècle, avec la civilisation de l'Athènes, où là, pendant cette période-là de l'Athènes, on a l'Athènes, pour préciser pour nos auditeurs, c'est de 450 à moins 25 avant Jésus-Christ. Là, c'est la grande période gauloise. On a des druides qui sont exactement comme des pythagoriciens. Ce sont des Grecs. Ils reçoivent l'héritage des Grecs. Donc c'est pour ça que quand on dit nos ancêtres les Gaulois, ce serait presque comme dire nos ancêtres les Grecs, si je ne m'abuse. Ensuite, vous m'avez demandé si c'était une culture, un savoir de ces peuples. Sont-ils des barbares? N'est-ce pas? Alors, c'est important. Les Gaulois nous ont laissé énormément. Les Gaulois nous ont laissé notamment énormément de savoir en agriculture, jusqu'à la première, voire la deuxième guerre mondiale, très peu d'instruments agricoles ont été inventés. Ce sont uniquement des instruments qui étaient prodigieux. Les forges gauloises ont influencé toute l'agriculture européenne. Le tonneau est une invention gauloise, par exemple. Que gardons-nous? Nous gardons 150 mots en langue française, notamment des mots comme le chêne, la loche, voilà, quelques mots comme ça. Aussi, nous gardons
Voilà pourquoi nous disons 80 et non pas octante, comme peuvent le dire nos amis belges. Eh bien parce que on suppose que la numérotation gauloise était une numérotation vicésimale, c'est-à-dire de 20 en 20. Et ainsi, c'est pour ça que nous disions 80 et non pas octante. Voilà, il y avait un artisanat, un art funéraire très important. Je vous ai parlé de la tombe de Vix, qui est vraiment un lieu de culture très importante. Nous avons une urbanisation qui sera héritée après au Moyen-Âge. On a des petits villages qui sont des lieux de commerce, des centres de pouvoir politique, avec énormément de voies de communication. Le mur gaulois, ça c'est très important. Et on a une tactique où on va recouvrir avec insérer du bois qui va après être pris pour faire le mur d'enceinte du Moyen-Âge. Alors, je l'ai dit, ce sont des Grecs. Les Gaulois sont le réceptacle de la culture grecque, mais ils sont aussi le réceptacle de la culture indo-européenne. Nous avons la présence du cheval. Cette princesse dans la tombe de Vix elle est enterrée dans un char. Nous avons toute cette symbolique indo-européenne qui est aussi présente, bien entendu. Nous devons énormément aux Gaulois, c'est vrai. Alors, à ce moment-là, vous valideriez l'hypothèse qu'avance Nicolas Sarkozy de nos ancêtres les Gaulois. Est-ce que nous ne subirions pas d'autres influences, d'autres peuples peut-être, comme il semblait le rappeler? Alors, je ne m'avancerai pas dans cette émission sur si nous descendons ou pas des tirailleurs sénégalais. Personnellement, je ne crois pas avoir tirailleurs sénégalais dans ma famille. Mais il est intéressant de voir, si on se recentre sur les Gaulois, que Nicolas Sarkozy oublie quelque chose. Il veut utiliser ce symbole de la Troisième République, nos ancêtres les Gaulois, derrière lequel un peuple et une éducation s'est formé. Éducation d'ailleurs qu'il a participé à détruire. Voilà. C'est dit, disons. Eh bien, nos ancêtres sont aussi nos ancêtres gaulois, si tant est qu'on peut remonter à autant de temps pour notre peuple d'origine. Nos ancêtres, les Gaulois, sont aussi des Romains. Les Gaulois, même Vercingétorix, qui était nommé comme le plus grand ennemi de César, était lui-même son compagnon de tente personnel pendant des années. Vercingétorix était un ami de César. Et parce que César devait lutter contre d'autres régiments, d'autres peuples celtes, et du coup Vercingétorix a joué cet intermédiaire, ce grand chef militaire, et a même partagé sa tente, voilà, contre d'autres celtes. Il y a vraiment, on peut dire, voilà, si il fallait garder quelque chose de l'histoire des Gaulois, je dirais que oui, nos ancêtres sont les Gaulois. Dans un sens, c'est triste à dire, mais je suis d'accord avec Monsieur Sarkozy. Mais nos ancêtres les Gaulois participaient à la base d'une histoire réelle, d'une histoire légale, pardon. Personne n'avait entendu parler de Gaulois avant le 19e siècle. Cette histoire légale, on peut la faire basculer avec l'histoire réelle. Vous voyez, c'est cette dichotomie pays légal, pays réel, propre à Maurras, que moi j'applique à l'historiographie. À cette époque, 1870 donc, personne n'avait entendu parler des Gaulois. Personne n'avait lu un livre d'Astérix. Ouais, ça s'est apparu dans les années 50. Mais, avec cet héritage-là, et tout ce qu'on apprend pas à pas, tout ce que l'archéologie nous fait découvrir de cette proto-histoire, on se rend compte, véritablement, que nous avons subi un héritage important, un point de vue culturel, technicien, des Gaulois. Du coup, on peut dire nos ancêtres les Gaulois. Mais il ne faut pas oublier que la France, c'est pas construite par des personnes, par sa population. Elle a été essentiellement construite par l'État. Les Francs sont bien plus des constructeurs et des ancêtres des Français que ne le sont les Gaulois. Les Francs ont bien compris quelque chose, notamment Childeric Ier, j'y reviendrai, ont bien compris quelque chose, ces Francs, c'est que pour fédérer un ensemble de peuples, voire même fédérer des races différentes, il faut un État. Et les Francs se définiront non pas par leur francisque, comme on a souvent dit, les Francs ne se définissent pas par le francisque, mais bel et bien par le roi, et également par le fait qu'ils soient francs d'impôt. Je tiens à rappeler, hein, on est en 548, un percepteur était venu rappeler, c'est pour la petite anecdote, vous m'autoriserez ça, en 548, un percepteur était venu rappeler aux Francs qu'il fallait quand même payer des impôts
à l'Empire, et lui-même s'est fait décapiter. Donc c'est assez intéressant de voir que les Francs, certes, étaient barbares un petit peu dans leur pratique, notamment avant leur conversion, mais qu'ils se définissent par l'impôt et par le roi. Et tout en histoire, nous avons cet héritage-là, qui est à la fois un héritage chrétien, un héritage romain, et également un héritage de Byzance. Ça, c'est très important. Et la meilleure représentation de ça, ce sont les objets que nous avons retrouvés dans la tombe de Childéric Ier. Childéric Ier qui était le père de Clovis. Dans cette tombe-là, nous avons retrouvé son anneau sigillaire, sur lequel il est mentionné en latin qu'il est le Rex, que c'est lui le Childéric Regicis, donc c'est lui qui a le pouvoir, et ce pouvoir-là, il l'a aussi par tous les héritages, tous les objets, des objets de culte certainement influencés du monde indo-européen, du monde celtique, et des objets de culte et d'autres objets qui sont des objets bien plus grecs. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions. C'est une question assez délicate de nos ancêtres et du fait qu'en histoire, comme nous prenons une perspective longue, nous n'allons pas dire oui ou non, nous allons être nuancés et apporter la réponse la plus proche de la réalité possible. Alors, je crois que nos auditeurs l'ont bien compris. En définitive, grâce aux nuances que vous venez d'apporter et au savoir historique, nous pouvons affirmer relativement que les ancêtres des Français restent les Gaulois, en sachant qu'ils sont les héritiers des Grecs puis des Romains. Nous constatons également qu'à défaut de vouloir accepter de nouveaux peuples sous le drapeau du vivre ensemble, nous pouvons nous rappeler que les études historico-démographiques, je pense notamment aux études de Dupaquier, indiquent que les Français sont restés depuis les Gaulois jusqu'au XIXe siècle un des peuples les plus sédentarisés d'Europe. Exact. Et en somme, si nous voulons terminer sous l'égide de Jacques Bainville, que nous mettons à l'honneur et que nous mettrons à l'honneur régulièrement, Jacques Bainville disait au chapitre 1 de son Histoire de France, publié en 1924, « Le peuple français est un composé. C'est mieux qu'une race, c'est une nation. » Et Jacques Bainville poursuit, « Unique en Europe, la conformation de la France se prêtait à tous les échanges de courants, ceux du sang, ceux des idées. La France est un isthme, une voie de grande communication entre le Nord et le Midi. Il y avait avant la conquête romaine de prodigieuses différences entre la colonie grecque de Marseille et les Cimbres d'entre Seine-et-Loire ou les Belges d'entre Meuse et Seine. D'autres éléments au cours des siècles se sont ajoutés en grand nombre à cela. Le mélange s'est formé peu à peu, ne laissant qu'une heureuse diversité. De là viennent la richesse intellectuelle et morale de la France, son équilibre, son génie.